Allô, bonjour, monsieur Ramadan. Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, mon nom c'est Reda, donc c'est le journal L'Initiative. Je vous remercie de votre temps. Bien. En fait, je voulais un petit peu, comme nous avons un peu de temps, donc je voulais un petit peu vous poser la question, en gros, par rapport au sujet de la conférence qui est quand même d'actualité, hein, guerre, réfugiés, révolution, comment répondre aux peurs et au fanatisme de notre époque. Euh, En ce moment, avec la migration des réfugiés syriens, c'est l'actualité ici au Canada et au Québec. Il y a cette inquiétude par rapport aux élus sur les moyens et sur le risque d'accueil. Quel est votre regard par rapport à cela? Bah, écoutez, c'est ce que j'ai essayé de dire également pendant dans la conférence et les différentes conférences que je donne. Il faut avoir une vue générale de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Il y a des responsabilités partagées, il y a des responsabilités qui viennent des pays eux-mêmes dans la région, les pays où manque la liberté despotique, ou en l'occurrence ce qui se passe aujourd'hui en Syrie avec un despote qui ne peut pas partir. Mais il y a aussi la politique internationale des États-Unis, de l'Europe et même du Canada. À partir d'un certain moment, il faut que l'on sache que la situation elle est complexe et que ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la destruction de la Syrie, avec cette guerre qui n'en finit pas, eh bien, c'est que les réfugiés avaient déjà commencé à quitter le pays il y a il y a déjà 2, 3 ans pour se rendre dans les pays voisins et qu'aujourd'hui on a dépassé les plusieurs millions de personnes qui sont déplacées. À partir d'un certain moment, il y a des positions de principe qu'il faut dire et rappeler. C'est ce que j'ai dit également dans les conférences, c'est que d'abord notre humanité elle est une, que la vie des nôtres équivaut à la vie des autres, qu'il n'y a pas de différence à mener, que chacun a droit au respect et que ces réfugiés aujourd'hui, ce sont des victimes soit des dictatures précédentes, soit de la guerre aujourd'hui, et qui viennent se réfugier. Et au Canada aujourd'hui, euh, on entend des discours qui sont, il y en a certains qui sont pour la COI, parce qu'ils mettent en avant la dignité humaine, et puis vous en avez d'autres qui sont pour le rejet, voire vous en avez d'autres qui utilisent ce qui est en train de se passer avec la violence, celle qui a frappé Paris, la mobilisation et la crainte qu'il y a sur Bruxelles aujourd'hui pour dire on ne veut pas d'immigrés, parce qu'on ne sait pas qui sont les gens qui vont venir. En l'occurrence, on sait aujourd'hui qu'à Paris, la rumeur qui consistait à dire que le réfugié venait euh, de, de Grèce et tout ceci, ce sont des rumeurs, que ça n'a jamais été vérifié. Et donc il y a eu de ce point de vue-là quelque chose qui a voulu confondre la question de la violence que nous condamnons avec l'accueil des réfugiés qui est un devoir moral. Exact. Justement, là, vous parliez des attentats à Paris. On aborde un petit peu cette question de l'actualité. Quel est votre regard sur le traitement des médias par rapport de médias occidentaux par rapport aux attentats, cette précipitation, surtout avec l'anecdote là, enfin une anecdote pathétique où on parle de femmes kamikazes et finalement on veut en démentir qu'il n'y a pas eu de femmes kamikazes, mais c'est beaucoup plus global que ça. Malheureusement, on a une alliance objective entre des politiques qui ont envie d'amplifier les choses et de pouvoir, après coup, instrumentaliser Paris pour développer des politiques sécuritaires, et puis des médias qui sont avides de scoop, qui sont avides d'amplifier également. Et donc, en fait, les politiques ont bien compris comment fonctionnent les médias, et les médias ne se rendent pas compte que cette façon d'amplifier les choses est en train de pousser les politiques à prendre des politiques, à établir des politiques sécuritaires qui sont dangereuses pour nous tous. Et donc on est dans une atmosphère extrêmement délétère, extrêmement négative, où la rumeur l'emporte sur l'étude des faits, où le soupçon est général, et puis on entretient une espèce d'émotion comme ceci, négative,
en l'occurrence, on justifie toutes les politiques les plus folles. Ça va de dire on va continuer à bombarder pour leur montrer qu'on n'a pas peur, dans le style de George Bush il y a 14 ans, jusqu'à la politique sécuritaire qui consiste à vouloir quadriller l'ensemble de tout ce qui peut aujourd'hui être le bastion de nos libertés citoyennes et de nos libertés civiles. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement graves et ça se fait en l'espace de 4, 5, 10 jours, pas plus. Ça va très très vite. Dans la semaine qui a suivi les attentats, on va dans des décisions qui sont extrêmement dangereuses et dommageables pour nous tous. Justement, là, est-ce que lorsqu'il y a toujours des attentats, est-ce que vous pensez qu'on est toujours condamné, en tant que musulmans vivant dans des sociétés occidentales, à devoir s'excuser? Non, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas passer son temps à s'excuser, mais on a un devoir moral d'expliquer. Et en l'occurrence, à partir du moment où il y a des gens qui justifient au nom de l'islam ce qu'ils font, il faut qu'on prenne comme des personnes responsables une position extrêmement claire dans la condamnation. Donc il faut le faire, mais il ne faut pas passer son temps à faire ça. C'est ce à quoi on aimerait nous assigner. Nous assigner à la condamnation perpétuelle, à la justification perpétuelle et à l'excuse permanente. Non, il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Ce que nous avons à faire, c'est clarifier le discours et la terminologie, prendre une position claire en termes de principe, et puis ensuite ajouter les autres dimensions qui sont omises dans l'analyse des faits, c'est par exemple les raisons de ce qui est en train de se passer, pourquoi il y a des processus de radicalisation, comment cela peut être instrumentalisé sur le terrain, qu'est-ce qui, en termes économiques, est révélé par ces opérations. Là aussi, ce sont des choses qui sont importantes. Donc, on ne doit pas passer son temps à se justifier, mais on doit commencer par expliquer, prendre une position morale, et puis ensuite aller plus loin dans l'analyse. Une dernière question. Euh, Vous qui êtes en Europe, c'est sûr que vous avez un regard par rapport au vieux continent. C'est sûr que les dynamiques ne sont pas les mêmes en Amérique du Nord, mais peut-être vous avez un regard affiné par rapport. Quel est votre regard par rapport à la place des citoyens de confession musulmane, que ce soit en Europe ou que ce soit peut-être en Amérique du Nord, pour un petit peu donner par rapport à votre venue ici? Ben, écoutez, il y a énormément de similarités, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on voyait en Europe, qu'on ne voyait pas aux États-Unis ou au Canada, qui sont en train de venir. Il y a quelques années, qui aurait pensé au Canada ou aux États-Unis on allait parler de l'identité, du fait de savoir qui partage nos valeurs. C'est un pays d'immigration, on ne pouvait même pas y penser. Et donc tout à coup, il y a une tendance vers la droite, les républicains aux États-Unis ou le parti de Harper ici au Canada. Et on voit bien que ça vire, que tout est possible. Donc l'atmosphère générale peut-être parfois similaire. Maintenant, les défis qui concernent les citoyens canadiens, américains ou européens de confession musulmane, ils sont les mêmes. Et ça peut toucher les immigrés, c'est-à-dire ceux qui sont venus des pays d'Afrique du Nord, comme ça peut, par exemple, aux États-Unis, toucher les Afro-Americans. Et de façon complètement différente, parce que les Afro-Américains, ce ne sont pas des immigrés, mais ils vivent l'injustice sociale, ils vivent la pauvreté sociale en miroir de ce que l'on a dans beaucoup de sociétés européennes où il y a la discrimination sociale, la discrimination à l'emploi. Donc il y a trois choses qui sont importantes en termes de défis. La première des choses, c'est qu'il faut vraiment que les citoyens occidentaux de confession musulmane connaissent mieux leurs propres références, qu'ils sachent qui ils sont, qu'ils l'assument, qu'ils connaissent aussi la société environnante, c'est-à-dire quels sont les processus historiques, quels sont les défis dans la société. Ensuite, qu'ils refusent absolument ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ce qui peut arriver maintenant avec la crise des réfugiés au Canada, ce qui est arrivé en France, qu'on islamise les questions politiques et les questions socio-économiques. La question de l'emploi, la question de l'habitat, la question de la discrimination structurelle, parfois institutionnalisée par des représentants, même des institutions représentant
représentante de l'État, et bien de ce point de vue-là, on s'aperçoit qu'il y a un vrai travail à faire. Et le dernier élément aussi qui est important, c'est de comprendre que tout ce qui se passe sur le plan international a un impact sur nos réalités. Si on pensait qu'on réussirait à être des citoyens, de vivre ensemble avec nos concitoyens et qu'on allait oublier la question internationale, et bien ça ne va pas, puisque la Syrie, puisque la Palestine et Israël, puisque l'Irak, puisque la Libye, puisque par exemple la fracture entre sunnites et chiites, et bien c'est en train de nous revenir dessus à nous comme Américains, Canadiens ou Européens. Donc il faut de ce point de vue-là aussi prendre des positions extrêmement claires sur le souci de cohérence dans les politiques étrangères des pays occidentaux. Je pense que vous avez bien résumé la chose. Je rappelle encore une fois donc aux auditeurs que vous serez à l'église unie de Saint James United à 19 h sur la rue 463, rue Sainte-Catherine-Ouest, donc pour la conférence Guerre, réfugiés et révolution, comment répondre aux peurs et au fanatisme de notre époque. Donc, je vous remercie, Monsieur Ramadan.